Bonsoir à tous et merci donc de vous joindre à nous pour cette conférence sur une société peut-elle se moderniser sans s'occidentaliser. Effectivement, l'Occident qui se croyait tout puissant il y a quelques années s'est trouvé assez déstabilisé par la montée de la Chine, par la guerre en Ukraine, par un certain nombre de velléités d'indépendance de pays dits du Sud, dits global aussi, donc avec beaucoup de guillemets sur tout ça. Et donc nous avons trouvé qu'il serait très intéressant de réfléchir avec Maurice Godelier sur ce thème-là. Je vais vous faire une petite introduction, on va essayer de prendre un peu de recul et ensuite je laisserai la parole à Maurice Godelier parce que c'est quand même lui qui connaît mieux le sujet, qu'il a très bien décrit d'ailleurs dans ce livre qui s'appelle « Quand l'Occident s'empare du monde ». Et puisqu'on parle de livres aussi, il y a un autre livre sur ce sujet-là que j'ai beaucoup aimé, c'est Le labyrinthe des égarés d'Amin Maalouf, qui est un excellent livre. Alors, bien sûr, Maurice Godelier a fait plus un travail académique, universitaire. Amin Maalouf, c'est plus un écrivain, mais les deux sont aussi très bien documentés et très intéressants à lire. Le point de départ, c'est que l'Occident n'a pas toujours dirigé le monde. En l'an 1000, c'était le monde arabo-musulman qui était à la pointe technique, à la pointe de la science, voire des arts. Et pendant de nombreux siècles, certes, dans un registre différent et dans une géographie surtout différente, la Chine a dominé aussi sur de nombreuses technologies le monde. Grâce aussi à sa technique, mais aussi à son organisation administrative et idéologique. Toutefois, comme Maurice Godelier l'a montré dans son livre, du XVe siècle au XXe siècle, l'Occident s'est emparé du monde en s'appuyant sur un système global fondé sur 3 piliers principaux, qui étaient le capitalisme, la démocratie et le christianisme, qui ont généré un développement technique, économique et politique plus rapide que le reste du monde. Et ceci a permis à l'Occident de coloniser le monde grâce à sa capacité militaire. Par exemple, l'Occident a fait la guerre à la Chine au XIXe siècle pour forcer la Chine à importer de l'opium d'Inde. Donc on peut aussi, si jamais on a un peu de mémoire, comprendre certaines réactions des Chinois, même si on peut dire qu'actuellement on ne peut pas approuver tout ce qu'ils font, mais lorsqu'on a une perspective historique, ça peut aussi renverser certains points de vue. Plusieurs peuples se sont modernisés tout en gardant l'essentiel de leur culture et de leur identité, tel le Japon ou l'Inde. Le communisme a aussi été vu comme l'opposition au capitalisme et à la démocratie occidentale, indiquant une autre voie de progrès que la voie occidentale. Après avoir cru à la fin de l'histoire et au triomphe définitif de l'Occident, celui-ci aujourd'hui se trouve défié par des entités se réclamant de paradigmes très différents, allant de l'islamisme aux valeurs asiatiques reposant sur d'autres conceptions du monde. De la modernisation telle que nous la concevons, nombre de pays et de peuples en prennent ce qui leur convient à leur culture, à leurs idéologies, à leur mode de gouvernement, sans garder les principes démocratiques de l'Occident. Ils s'opposent ainsi à l'Occident et à la supposée suprématie de ses valeurs. Celui-ci ne paye-t-il pas pour son passé? J'en ai juste donné un exemple tout à l'heure, mais c'est vrai aussi que les valeurs républicaines, les valeurs des Lumières, ont été utilisées au XIXe siècle pour justifier la colonisation de l'Afrique, notamment par la France. Contrairement à ce que pensent les Occidentaux, un développement économique peut-il se faire dans une société non démocratique? C'est effectivement les valeurs asiatiques que prônait déjà Singapour au début, et puis ensuite actuellement les Chinois. Non occidentalisés, les Japonais ont mis des lignes rouges, même quand ils ont été complètement vaincus par les Américains, ils ont mis des lignes rouges en disant on ne touchera pas l'empereur, on ne touchera pas un certain nombre de nos valeurs et de nos organisations sociales. Des valeurs universelles, alors à l'opposé, des valeurs universelles comme la liberté, l'égalité, les droits humains, et notamment le rapport et la place des femmes dans les sociétés, ne serait-il pas non plus indispensable? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de valeurs universelles sur lesquelles on peut dire non, on est désolé, mais on veut en faire la promotion? Alors certes, pas la promotion comme George Bush Jr. voulait le faire à la pointe des baïonnettes en Irak en 2003, mais quand même utiliser un certain nombre de relais d'influence pour justifier ces valeurs-là.
est-ce que même on pourrait dire dans certains cas que l'absence de certaines de ces valeurs rend des progrès plus aisés et plus rapides, comme ça a été le cas en Chine? Donc après cette courte introduction avec beaucoup de questions, je vais laisser la parole à Maurice Godelier, qui donc va nous dresser le panorama sur effectivement l'Occident, mais aussi dans les rapports avec les autres sociétés et comment leur développement peut aussi nous interroger. Certains d'entre vous, il y a quelques années, avaient sans doute écouté François Julien, qui venait nous parler beaucoup de la Chine, mais plus de la Chine comme réinterrogeant nos concepts philosophiques de base ou nos présupposés, plutôt que d'essayer d'être le meilleur des sinologues. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire comme démarche, c'est voir aussi comment les autres sociétés peuvent nous apporter un certain nombre de choses à nous qui croyons souvent tout savoir. Voilà, je vous laisse. Je passe. Merci. C'est Voilà, pas un ça micro, va marcher, ça. Oui, ça marche comme très bien. Alors, écoutez, merci de m'avoir invité. Et je vais dire quelques mots pour me présenter, si vous voulez. Au départ, bon, j'étais normalien, agrégé de philo, etc. Les circonstances ont fait que je voulais plus du tout enseigner la philo toute ma vie. Et donc, l'école normale m'a permis de faire autre chose. Je me suis retrouvé, à un moment, assistant de Lévi-Strauss. Bon. Après avoir été assistant de Braudel. Finalement, donc, vous voyez, je suis devenu anthropologue parce que, ayant beaucoup travaillé à un moment en économie et en économie mathématique, je n'étais plus du tout convaincu de la valeur des modèles que je faisais avec des polytechniciens, c'est-à-dire économie planifiée centralisée, équation, économie libérale de marché, équation. Bon, finalement, ce formalisme ne m'intéressait plus, quoi. Donc, je me suis tourné vers l'anthropologie économique qui n'existait pas en France, mais qui existait aux États-Unis. Ce qui fait qu'à partir de certains moments, j'ai été envoyé au Mali pour étudier les effets du plan sur les communautés villageoises. Le Mali venait d'être indépendant et s'était tourné, bien sûr, vers l'Union soviétique. Donc je connaissais bien les dirigeants et au bout d'un an, j'ai constaté que j'avais un ministre du plan, j'avais des camionnettes, des camions du plan, mais il n'y avait pas de plan. Donc c'est un peu l'Afrique fantôme que vous connaissez. Ensuite, je suis allé au Pérou, où les grandes réformes agraires contre les grands propriétaires commençaient. Et finalement, pour des tas de raisons, je me suis, en accord avec Lévi-Strauss, je me suis retrouvé derrière ce qu'il appelait le dernier paradis de l'anthropologie, c'est-à-dire la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là, je suis resté au cours de 20 ans, 7 ans sur le terrain. Donc, j'ai vu, et le pays est devenu indépendant. Alors, je suis arrivé au moment où il n'était pas. Il était encore un territoire sous contrôle de l'Australie. Et l'Australie a donné l'indépendance à la Nouvelle-Guinée. Donc, vous voyez ce que ça veut dire que l'indépendance octroyée. Et finalement, ce livre a été provoqué par lors de mes derniers jours sur le terrain. Un groupe de femmes et d'hommes, avec à la tête un jeune homme qui avait travaillé en plantation, etc., brillant d'ailleurs, est venu me trouver. Et m'a dit, lui m'a dit, écoute, on vient de voir Maurice parce que on veut que on ne sait pas écrire, on veut que tu mettes nos noms, mais des noms chrétiens sur un cahier. Bon, je dis, ok. Il y en est arrivé en effet à l'époque déjà des évangélistes américains qui étaient à la conquête des âmes, n'est-ce pas? Donc je dis, mais d'accord, comment tu veux t'appeler, toi? Matthew, comment tu veux t'appeler? Mary.
comment tu... Simon, ok. Donc la Bible était là, vous voyez. Bon. Donc j'ai mis les noms, et je leur ai dit, mais vous savez, c'est embêtant, parce que je vous connais, vous avez les noms de clans. Or, les noms de clans, c'est pas comme Mary. Vous pouvez avoir des Mary partout, des Simon, mais vous allez dissoudre vos noms de clans. Et la réponse qui a été la provocation lointaine de ce livre, c'est le jeune homme me dit, Maurice, ça n'a pas d'importance. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'on veut devenir moderne. On veut devenir moderne. Donc je dis, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire moderne? Nous sommes à 2000 mètres d'altitude dans la jungle. On n'est pas à la Sorbonne. Et le type me répond très bien, très clairement, Maurice, être moderne, c'est très simple. C'est suivre Jésus et faire du business. Écoutez, la formule est remarquable, parce qu'ailleurs, c'est suivre Allah et faire du business. Donc, c'est des réponses parallèles dans les ex-colonies, n'est-ce pas? Et il ne parlait pas de l'État. Jésus, c'est la confession chrétienne, et il faut être comme les Blancs, des chrétiens, et après faire du business. OK? Bon. Ça m'a tellement frappé que j'étais en train d'écrire un livre, j'ai interrompu cette écriture et je me suis lancé dans des lectures passionnantes et infinies. Donc j'ai commencé l'histoire du Pakistan, l'histoire de l'Afghanistan, l'histoire de l'Inde, etc. pendant presque 4 ans, n'est-ce pas? 5 heures par jour. Voilà. Et finalement, j'ai écrit ce bouquin parce que je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas comprendre les problèmes de modernisation sans prendre distance très profonde, en Occident d'abord, et ensuite, il faut avoir des connaissances sur le terrain de beaucoup de sociétés. Et je me suis aperçu, si vous voulez, qu'il y avait 2 thèmes. L'un, c'était la colonisation du monde qui commence au XVe siècle, et la modernisation du monde qui commence véritablement par, on peut dire, en copiant l'Occident. Je vais vous expliquer comment, à partir du XIXe siècle. Donc, si vous voulez, la colonisation, pour vous donner un chiffre, en 1906, les Européens plus les États-Unis contrôlent 45% des terres immergées. Et nous contrôlons 700 millions d'individus et 500 millions pour les Britanniques, qui évidemment contrôlent l'Inde immense. Les Français ont reconstruit un deuxième empire colonial que vous connaissez, l'Algérie, etc., l'Afrique occidentale. Et donc nous avons une petite portion de presque 100 millions que nous contrôlons, les Français. Et le reste, c'est les Espagnols, les Portugais, et aussi au XIXe siècle, je vous donne, l'Allemagne est entrée en compétition en Afrique, l'Italie, la Belgique et les États-Unis viennent de conquérir les Philippines avec simplement 250 000 morts pour la population locale. Alors, si vous voulez, cette conquête par les Occidentaux durant 4 siècles, si vous la regardez dans les livres et comparez, c'est une grande route de sang. Alors, il faut comprendre ce que c'est que coloniser et être colonisé. Finalement, de toutes ces formes de colonisation, il y a un noyau commun, une sorte d'invariant, quelles que soient les variations. Coloniser, c'est d'abord convoiter un territoire étranger et ses ressources. Ce territoire peut être déjà contrôlé par les Européens, comme par exemple la Hollande élimine les Portugais de l'Inde et ensuite les Anglais éliminent les Français du Canada, etc. Donc c'est une
l'expansion coloniale, c'est une expansion en concurrence permanente entre Français, Anglais, Hollandais, etc. Alors, coloniser, c'est d'abord convoiter un territoire, c'est ensuite l'envahir et le soumettre par les armes. C'est le gouverner avec les deux formules, soit le gouvernement direct, les Français étaient un peu des spécialistes, soit le gouvernement indirect. Pour vous donner le plus bel exemple du gouvernement indirect, ce n'est pas les Anglais, c'est vraiment les Hollandais en Indonésie. L'Indonésie n'existait pas. Hein. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Tous ces pays sont construits par l'Occident. L'Indonésie, 1000 îles, dont la dernière est conquise avec 12 000 morts en 1906 par la Hollande, donc très tardivement. Donc, gouverner soit directement, soit indirectement. Et bon, la Hollande a utilisé toute l'aristocratie javanaise en leur confiant la direction, on peut dire, coloniale, en lui permettant de garder leurs avantages traditionnels. Bon, très bien. Les Français ont fait un peu la même chose, mais l'intervention française en Afrique occidentale, etc., était beaucoup plus directe. Quatrième aspect de toute colonisation, c'est exploiter les ressources et la main-d'œuvre du territoire conquis, d'abord au profit de la métropole. Alors, si vous avez encore en mémoire la colonisation espagnole de l'Amérique du Sud, destruction de l'Empire aztèque, destruction de l'Empire Inca, des galions d'or, et l'or étant évidemment des sculptures en or, etc., des objets rituels qu'on a fondus et qu'on a ensuite transformés en monnaie en Espagne, et donc un enrichissement que vous connaissez de l'Espagne. Il y a deux grandes époques. C'est XIVe siècle commence avec les Portugais. Je me suis demandé pourquoi les Portugais avaient voulu contourner l'Afrique. Or, le problème, c'était celui-ci. Il n'y avait plus d'accès pour les Portugais à l'Égypte, car l'Égypte était sous contrôle turc. Et le contrôle turc, c'était le contrôle des routes qui venaient des épices et de l'Asie. Et les Turcs avaient un accord avec Gênes et Venise, qui avaient donc le monopole de l'Occident avec l'Orient. Donc le roi de l'époque du Portugal a décidé de contourner l'Afrique pour arriver en Asie. Bien, c'est les premiers d'ailleurs, Vasco de Gama, n'est-ce pas? Mais les Espagnols étaient en arrière par rapport aux Portugais, et en 1492, retour de la découverte de l'Amérique. Mais c'est très important cette date, parce que c'est la même année où l'émirat de Cordoue est détruit, et donc c'est la fin de la Reconquista. C'est une clameur dans tout l'Occident chrétien, plus de musulmans sur la terre chrétienne, n'est-ce pas? Mais c'est en même temps l'édit pour expulser les Juifs, 1492. Expulsion des Juifs de l'Espagne. Mais c'est en même temps quelque chose qu'on ne trouve pas dans les livres. 1492, c'est de la part des Portugais l'élection d'un chef africain dans un comptoir le long de l'Atlantique, et on l'élit au roi du Congo. On lui donne à son village le nom de cathédrale, et le même jour, on le convertit au christianisme. Et c'est donc son fils qui va devenir le premier évêque du Congo. Bon, vous voyez tout ça dans votre tête, la combinaison des choses. Donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est le grand commerce
international qui est le moteur de la colonisation. Vous connaissez le commerce triangulaire, c'est-à-dire on prend des esclaves en Afrique, on les amène en Amérique. En Amérique, on nous donne du sucre, on le revend en Europe, etc. Richesse énorme, richesse énorme. Bordeaux, Le Havre, Liverpool, 4600 bateaux négriers pour aller chercher, etc. Bon. Donc, une richesse qui est d'abord commerciale. C'est le capitalisme commercial du grand commerce qui organise les choses. Et le résultat que vous connaissez, c'est que l'exportation de produits anglais vers l'Afrique et ailleurs est telle qu'on est obligé d'inventer des machines pour accélérer la production. Et là, on rentre dans l'époque moderne, véritablement. C'est le machinisme qui va faire naître la grande industrie. Et là, tout change, tout change. 19e siècle, c'est la domination du capitalisme industriel et financier. Mais c'est d'abord industriel. Et c'est l'Angleterre d'abord, la France, la Belgique, ça passe en Allemagne, en Prusse, etc. Et là, c'est une révolution mondiale. Regardez, je ne vais pas faire l'apologie de l'Occident en vous donnant cette liste d'inventions, le gaz, l'électricité, les bateaux à vapeur, le charbon, les rails de chemin de fer, la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie chimique, et après la bicyclette, ensuite la voiture, ensuite l'avion, et à la fin, les tanks, l'armement. Une suprématie militaire de l'Occident, une suprématie financière de l'Occident. Et j'ai oublié de vous dire que parmi les puissances coloniales, il y avait la Russie, qui est la dernière puissance coloniale aujourd'hui. Pour quelle raison y a-t-il des Russes à Vladivostok, en face du Japon? Comment dans une fédération on trouve les Évinques, les Bouriates, les Tchétchènes, les Ingouches, puissance coloniale? Parce qu'elle a subsisté parce qu'elle était sur le continent en prolongation des terres. Tandis que nous, les Occidentaux, on a été ultra au-delà des mers. Voilà. Donc n'oubliez pas quand vous entendez Poutine et Pavlov, je ne sais plus, Lavrov, nous dire qu'ils sont en train de libérer les puissances, enfin les Africains des puissances coloniales, c'est une blague, enfin c'est une honte même. Donc, et à partir de cette seconde vague, 19e siècle, c'est vraiment l'acmé. Et l'acmé, enfin, parce que, et ça se termine, son apogée, on oublie, c'est après la Première Guerre mondiale. Parce que à la fin de la Première Guerre mondiale, le monde d'aujourd'hui est véritablement structuré. 5 empires vont disparaître. L'empire du tsar, l'empire austro-hongrois, l'empire de la Prusse, c'est-à-dire de l'Allemagne, l'empire ottoman et l'empire chinois. Donc les résultats de la guerre 14, c'est une réorganisation complète du monde et c'est l'État-nation qui devient une formule généralisée. OK ? Bon. Et donc, en fait, là, les résultats, les morceaux d'empire, c'est les Français et les Anglais qui les récupèrent. Toutes les colonies allemandes de l'Afrique sont récupérées par l'Angleterre et par nous, par les Français, une partie, au Cameroun, etc. Toutes les colonies en Océanie allemandes sont récupérées par les Anglais et par l'Australie. Enfin, par l'Australie, en fait, c'est la Société des Nations qui donne un mandat à l'Australie de reprendre les colonies allemandes.
OK? Donc, le sommet de décolonisation du monde, c'est après la Première Guerre mondiale, où les Français et les Anglais récupèrent les débris des autres grands empires qui s'étaient fabriqués au XIXe siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce que signifie, écoutez bien, pour tous ces peuples, la colonisation en termes politiques et culturels? Une chose très simple, c'est la perte de la souveraineté sur soi-même. À partir du moment, comme lorsque les Espagnols conquièrent l'Empire aztèque, les gens, leur avenir n'est pas décidé par eux. Il est décidé par des pouvoirs, par exemple espagnols, qui sont à plusieurs milliers de kilomètres et qui décident pour eux-mêmes, et non pas pour les Indiens, évidemment, vous comprenez. Alors, on ne peut pas... ce que j'ai constaté, c'est que cette route de sang, c'est quand même une route de sang et d'exploitation qui a beaucoup enrichi l'Occident, a produit des traumatismes culturels formidables. Par exemple, en 1889, les Français déportent l'empereur d'Adam en Algérie. En 1896, les Français déportent la reine de Madagascar en Algérie après avoir fait exécuter 2 de ses ministres. Bon, je parle d'un exemple français. Si vous prenez les exemples allemands, la colonisation allemande de Namibie, ce qu'on appelle, ça a été la destruction de deux groupes ethniques, au point que Mme Merkel a donné 4 milliards d'euros il y a quelques années en compensation de la dévastation. Bon. Mais on ne peut pas coloniser sans une grande idée. Il faut une grande idée. Et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la grande idée, c'est que on apporte la vérité religieuse, le vrai Dieu. On apporte la vraie religion. On apporte Jésus qui sauve l'humanité. OK? Bon. À partir du XIXe siècle, à cause de cette alliance formidable entre les sciences modernes, fruits des Lumières, fruits des Lumières, en France, en Allemagne, à Aufklärung, etc., le mot d'ordre n'est plus le même. Jules Ferry dit « coloniser, c'est civiliser ». Donc, on passe d'apporter le vrai Dieu à la vraie civilisation. Bon. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, Georges Clemenceau, en 1882, à la Chambre des députés, il répond cette phrase à Jules Ferry: « N'essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. » On est à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que les confrontations sont faites. Bon. Donc, je ne vais pas aller plus loin sur le détail des colonisations, mais j'insiste sur le fait que la France, par exemple, a perdu avec Louis XV son premier empire colonial. En Inde, tout le Canada, une partie de l'Amérique du Nord. Elle a reconquis ensuite un espace avec l'Indochine, le Laos, ensuite, bien sûr, 1830, l'Algérie, et ensuite l'Afrique occidentale qui sert de point de départ pour l'Afrique orientale. Donc, en fait, l'Empire espagnol, qui avait été immense, disparaît presque complètement. Et pourquoi? Parce que les colonies, avec les Blancs à leur tête, les Espagnols à leur tête, font sécession. Et donc, on a le Mexique, on a le Pérou. Ce sont des Blancs qui dirigent. Hein.
Et donc, en fait, la colonisation ne disparaît pas. C'est simplement l'indépendance de Blancs vis-à-vis à d'autres Blancs dans un rapport international. Ça, c'est tout à fait important, parce que si vous regardez la composition sociale de l'Amérique latine et des États-Unis d'Amérique, on a non seulement des différences de classe, mais on a des différences de race. De race. Des Noirs importés, des Indiens et des Blancs. Alors, allez au Mexique, vous allez voir, allez au Pérou, en Équateur, etc. Et si vous arrivez aux États-Unis, vous avez le miracle d'Obama, mais c'est un peu un miracle éphémère par rapport au conflit interne de la société. Bon. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que se moderniser n'est pas un problème moderne. C'est une erreur des politiques et des philosophes. J'ai pris comme exemple le Japon. 6e siècle après Jésus-Christ, le Japon importe de la Chine la riziculture, la sériculture, l'écriture, il n'avait pas d'écriture, et un modèle d'État, chinois bien sûr. Et ils ne sont pas devenus des Chinois pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont su fixer des lignes rouges. Et je reprends les Japonais au XIXe siècle, lorsque arrive la flotte américaine dirigée par le contre-amiral Perry, Matthew Perry, ils somment le shogun d'ouvrir les ports au commerce occidental, d'abord au commerce américain, bien sûr. Bon. Au bout, il dit « Je reviendrai », il y a les fameuses traditions des 4 vaisseaux de guerre, les vaisseaux noirs qui ont attaqué le Japon. Et donc, au bout d'un mois, le shogun ouvre ses portes, quelques ports. Aussitôt, les Français arrivent, les Russes également, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle avec la révolution de Meiji? Les Japonais, qui avaient fermé leur pays pendant 3 siècles, avec une seule ouverture vers l'Occident, c'était la Hollande, et pas de missionnaires catholiques. Qu'est-ce que fait la révolution de Meiji qui modernise le Japon? Premièrement, on envoie la moitié des ministres, la moitié du premier gouvernement, après la révolution Meiji, on les envoie aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France. Le mot d'ordre, il reste 1 an. Le mot d'ordre, c'est prendre aux Occidentaux tout ce qui est bien pour nous et pour faire mieux. D'ailleurs, les Japonais continuent à faire de mieux que certaines productions occidentales, n'est-ce pas? Donc, et les mots d'ordre ensuite, c'est industrialiser le pays et lui donner sa grandeur par l'armée. Bravo. Donc, lorsque c'est le premier pays, le Japon, à avoir une victoire militaire sur un pays occidental développé, 1904, victoire de Mukden, c'est-à-dire là-bas en Asie, enfin, en Chine, victoire sur la flotte et sur l'armée de terre du tsar. Première victoire d'un pays non occidental sur un pays occidental depuis 4 siècles. Alors, j'ai regardé un peu et j'ai vu des tas de trucs intéressants. Sun Yat-sen était quelque part en Angleterre. À l'époque, bien sûr, vers un collège anglais, n'est-ce pas? Et dès qu'il a été... dès qu'on a appris cette victoire, il a écrit dans son journal intime, enfin, c'est comme Nehru, enfin nous allons pouvoir lutter contre la servitude qui nous a été imposée.
Mao Tse-tung était enfant. Et en regardant le journal de Mao Tse-tung, au moment de la victoire des Japonais, l'instituteur prend tous les écoliers, les fait tourner en rond autour de l'école en leur apprenant une chanson japonaise à l'honneur du Japon. Donc vous voyez le retentissement de la première victoire d'un militaire d'un pays contre l'Occident. C'est bon. Mais les Japonais, dès le départ, ont su fixer des lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges qui permettent aux Japonais d'être nos alliés et de ne pas être nos vassaux? C'est très simple. Vous regardez, on ne touche pas à l'empereur et on ne touche pas au shintoïsme. Voilà. Pourquoi? Parce que le shintoïsme, c'est la religion fondamentale et l'empereur, il est le grand prêtre du shintoïsme. Ce que n'a pas pu faire Atatürk. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer les différences. Vous prenez Atatürk. Bon, il lisait le français, Rousseau, etc. L'allemand, il parlait allemand. Il était du nord de la Grèce, beaucoup de passages. C'était pas un paysan turc de l'Anatolie. Hein. Bon, en plus, c'est un grand général. Quand il fait ça, quand il lutte contre nous, il gagne, et il a l'autorisation de garder un morceau de l'Empire ottoman et de fabriquer la Turquie. Ça n'existait pas, la Turquie. Eh bien, il prend la Constitution française. Il prend le Code civil italien. Il prend le Code de commerce allemand. Il crée un parti, le sien, évidemment. Il en a créé plusieurs, puis a vu le bordel de la démocratie. Il dit, non, un seul parti, ça suffit, à condition que ce soit moi qui le dirige. Il a quand même un parlement, des élections. Priorité à l'éducation des filles. Droit de vote aux femmes 30 ans avant la France. Droit pour les femmes d'être conseillères municipales, d'entrer dans les municipalités, ce qui n'existe peut-être pas toujours maintenant, etc. Mais il institue un État français laïque. 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 Et il confie à l'armée la défense de la démocratie et de la laïcité. C'est pas toujours facile de confier à l'armée la démocratie et la laïcité. Mais il a été contraint de le faire. Mais si vous regardez maintenant l'évolution, il a brutalisé. Il a brutalisé les populations musulmanes. Un laïcisme ou une laïcité forcée. Forcée. Il a été immédiatement attaqué par les mouvements islamiques, qui lui ont rappelé que les lois fondamentales de la société se trouvent dans le Coran. La réponse, c'est qu'il a immédiatement décapité celui qui avait envoyé le livre et quelques autres avec. Aussitôt après sa mort, c'est pour vous amener un peu à l'époque actuelle, Inonu, qui était son compagnon d'armes, a permis ce qu'il avait interdit. Il avait interdit la création de partis islamiques qui se réclament de l'islam, de partis politiques qui se réclament de l'islam. Inonu a permis la création de partis qui seraient... Et on a eu deux lignes, l'une qui mène à Erdogan et l'autre à Gülen, qui est maintenant en exil aux États-Unis. Okay, Gülen, c'est pénétrer dans toutes les institutions, l'école et la police et les juges, donc prendre le pouvoir par l'intérieur, et Erdogan, c'est les frères musulmans, on peut prendre le pouvoir par les élections.
il a réussi. Bon. Donc c'est tout à fait important de voir ça. Le deuxième pays musulman qui a brutalisé les populations et qui est aujourd'hui notre adversaire, c'est l'Iran. Avant la Première Guerre mondiale, non, après la Première Guerre mondiale, du moins je m'excuse, vous avez Reza Pahlavi, qui est le seul persan à être chef des Cosaques, donc général chef des Cosaques. Autrement, depuis longtemps, c'était toujours les Russes qui étaient auprès du Shah. Ils étaient la garde des Cosaques. Bon. Alors lui, il organise avec d'autres, un journaliste, etc., un coup d'État. Il envahit Téhéran avec 3000 cavaliers, etc. Bon. Et il était très copain d'Atatürk. Très copain. Il admirait beaucoup Atatürk. Ils s'étaient rencontrés. Et à ce moment-là, il propose de créer une république d'Iran. Le clergé chiite s'oppose immédiatement. Et le clergé chiite lui propose un beau cadeau. Il lui dit, mais pourquoi une république? Pourquoi ne serais-tu pas le Shah? Donc il accepte de devenir Shah, comme d'autres voulaient être empereurs, vous voyez. Bon. Il modernise, il commence à moderniser beaucoup son pays. Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Le pays est le premier pays producteur de pétrole, indispensable à l'Occident. La plus grande fabrique de pétrole, si on peut dire, au monde, c'est Anglo-Iranian Company. La première et la plus grande au monde à l'époque. Les Anglais, tout simplement, prennent 80 à 95% des profits. Hein. Ce qui va amener Mossadegh plus tard à vouloir nationaliser l'Anglo-Iranian Company en demandant au moins 50-50, les gars. Hein. Bon. Alors, arrive la Deuxième Guerre mondiale. Pahlavi est pro-allemand. Il est pro-allemand, pro-nazi plutôt, quoi. Il y a plein de conseillers allemands chez lui, tout ça, enfin, en Iran. Les Américains et les Russes, à l'époque, n'est-ce pas, l'Union soviétique, hein, nous sommes alliés, là, hein, à cette époque, ils sont dans la merde parce que la meilleure route pour que l'armement américain arrive en Russie, n'oubliez pas qu'une grande partie de l'armement soviétique était américain, ce qu'on oublie, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne voulaient pas. Donc, les soviétiques et les Américains lui disent « Si tu ne veux pas, on t'envahit. Si tu ne veux pas, on t'envahit. » Voilà. Et donc, les Russes, ils pénètrent dans le nord de l'Iran, ils créent tout de suite une république socialiste, hein, avec les gens locaux, c'est normal. Et les Anglais arrivent. Et le Premier ministre sauve la mise en disant au Shah, viens à l'Assemblée nationale et destitue-toi pour que ton fils va être Raja avant l'arrivée des Anglais. Et 1 heure avant l'arrivée des Anglais dans la capitale, le père et le fils sont à l'Assemblée nationale. Il se défait de tous ses pouvoirs, l'Assemblée vote, et les Anglais sont pas contents, mais ils peuvent rien faire. Ils craignent une guerre civile, quoi. Alors le problème que vous allez comprendre maintenant, c'est que Mohammad Reza Pahlavi, le fils, lui, il était élevé en Suisse, il parle anglais, français, il est pro-occidental maximum. La religion, c'est pas trop son truc.
Et il décide de moderniser à fond l'Iran. Le nom de Iran, ça a été donné par son père, qui a repris l'ancien nom pour rejoindre les Perses. Alors, la modernisation, comparée à celle d'Atatürk, scolarisation prioritaire des filles, création des aéroports, création des universités, etc., etc., et de nouveau, comment on peut dire, constitution à l'occidentale, etc. Ok ? La révolution blanche, ce qu'on appelle la fameuse révolution. Alors, c'est l'allié des Américains. Hein, c'est l'allié, et les Américains, face à l'URSS, lui donnent un armement qui fait que c'est l'Iran qui est, après la guerre, la 4e force mondiale militaire. Pourquoi ? Parce qu'aussitôt après la guerre, les Américains ont donné 100 milliards aux Grecs, 200 milliards aux Turcs, 400 milliards à l'Iran pour border le sud de l'URSS, n'est-ce pas ? En réarmement et protection. C'est la lutte contre le communisme. N'oubliez pas les 3 objectifs des Américains. D'abord et avant tout, nos propres intérêts américains. OK ? Ça, c'est... Les Américains, c'est parfait. Ça a commencé, vous vous rappelez, avec la doctrine de Monroe. Toute l'Amérique, à partir de 1828, ça sera pour nous. Toute l'Amérique, c'est nous, c'est notre précaré. Bon, passons dessus. Les Américains, en deuxième ligne, ont toujours la défense du capitalisme. Alors, quand Allende est nommé 53%, mais que ça peut être un nouveau Cuba, on utilise à CIA le général Pinochet pour un coup d'État, etc. Troisième devoir des États-Unis, c'est de défendre la démocratie. 1, 2, 3. Là, vous voyez maintenant comment ils peuvent changer parfois. Ils n'ont plus maintenant à défendre le capitalisme. Grâce à la disparition du mode de production socialiste, il n'y a plus à défendre le socialisme. C'est le capitalisme mondialisé. Alors, grâce aux communistes et à leur échec, le capitalisme est devenu mondial. OK ? Et regardez le temps d'inscription dans l'histoire. 1917, la révolution bolchevique. Disparition de l'Union soviétique, 1981. 9 avec notre ami Gorbatchev. 74 ans. Prenez maintenant les démocraties dites populaires. Donc 1945, 1989, n'est-ce pas ? 47 ans, ou 46 peut-être. 44. Prenez maintenant Mao Tse-tung. Il proclame le socialisme en 1er octobre 1949 sur la place Rouge. 1978, Deng Xiaoping dit qu'on va faire quelques petits pas avec le capitalisme. OK ? 29 ans. 74 ans, 29 ans. Comment un nouveau mode de production peut avoir des racines puisqu'il disparaît en 74 ans comparé au capitalisme. Je ne fais pas l'apologie du capitalisme. Mais il avait des racines dans l'histoire. Il était lié au développement du commerce. Il était lié à l'industrie et des sciences modernes. Vous comprenez ? Donc il avait un ancrage historique. Voilà. Ça, c'est tout. Donc, si vous voulez maintenant, on peut très bien comprendre qu'on peut se moderniser. Alors, les politiques qui ne vont pas sur le terrain, comme moi, pendant des années, ils ne comprennent pas qu'on peut s'occidentaliser sans jamais devenir occidental. Ce n'est pas un danger. Vous avez vu dans votre journal Xi Jinping. Là, vous avez tous les gens sont habillés
avec des cravates noires. Ils ont des montres inventées en Suisse, etc. Ils sont chinois. Ils sont chinois. Ils peuvent encore absorber énormément d'occidentalisation. Ils resteront chinois. Donc c'est pareil. Je ne parle pas maintenant de l'Afghanistan qui est devenu un émirat arabe, enfin musulman, disons, etc. Donc on peut se moderniser sans s'occidentaliser. On peut s'occidentaliser sans devenir occidental. Mais il faut savoir poser des lignes. Donc aujourd'hui, pour vous donner ma conclusion intérieure face à l'Occident attaqué, devant moi, il y a 4 groupes de sociétés qui nous sont hostiles, pour des raisons différentes. Je ne crois pas au Sud global, c'est un truc de journaliste télé, quoi. Il n'y a pas de Sud global, mais il y a des oppositions. Premier groupe contre nous, c'est évidemment les anciennes colonies, mais pas toutes, hein. Pas toutes, c'est l'Afrique. Beaucoup plus que l'Asie, Singapour, tout ça. Ils sont en train de se développer, le Vietnam. Ils se rallieront contre l'Occident à cause de l'ordre mondial qui est dominé par l'Occident, mais ce n'est pas pareil que l'hostilité du Niger. Au Niger, d'après ce que j'ai vu l'autre jour, c'est le pays au monde où il y a le plus d'enfants. Le plus d'enfants par famille. On ne peut pas les scolariser, les gars. Il n'y a pas de boulot même après. Donc, brûler des drapeaux français, c'est bon, ça donne un orgasme public, mais ça n'aboutit à rien politiquement et économiquement. Premier bloc. Deuxième bloc, très important, c'est les anciens pays communistes, puisque le mode de production socialiste a disparu partout, même à Cuba, quoi. Et donc, qu'est-ce qui reste? On a Monsieur Poutine, qui n'est pas très communiste, hein, il aime bien l'URSS, mais le communisme a disparu. Les mafias politico-économiques sont très fortes. Tandis que si vous prenez la Chine, le Parti communiste, comme régime politique, est resté. Le capitalisme est en plein développement et va continuer, en rivalité avec les États-Unis et avec l'Occident. Mais le régime pour contrôler la population, c'est un régime communiste. Maintenant, il y a 1,4 milliard de gens. 400 millions à peu près ont un fort développement. Alors pensez à 1 milliard de personnes. Marx appelait ça l'armée de réserve. Vous vous rappelez, si vous avez lu Marx, il parlait toujours que les pauvres dans les pays d'Europe, c'est une armée de réserve pour le capitalisme. Hein. Bon, ben là, vous avez des armées de réserve en Inde, énormes, et des armées de réserve en Chine. Le temps qu'ils puissent augmenter de 400 millions à 700 millions, et puis ensuite, c'est pas forcé qu'ils veuillent faire la guerre avec nous tout de suite. C'est pas forcé non plus qu'ils laissent Poutine le faire. Quand on aime se moderniser et s'enrichir, parce que qu'est-ce que c'est que se moderniser? C'est toujours la même chose. Renforcer la puissance et renforcer la richesse. Pour la distribuer ou pour la garder, mais enfin c'est comme ça. L'Empire romain a joué un rôle sur tout l'Occident. Enfin, pendant des siècles, même après les conquêtes des barbares, paraît-il. C'était un modèle. Donc, se moderniser, c'est prendre un modèle ou inventer soi-même un modèle. Vous comprenez? Et ce n'est pas un problème moderne, tout ça. C'est des mouvements de l'histoire. C'est des grands mouvements qui portent la Chine en avant pendant des siècles, qui portent l'Empire romain, etc., l'Empire ottoman. Bon, je vais bientôt terminer.
Je vois qu'il était impatient comme tout, là. Non, c'est surtout pour pouvoir débattre. Ah oui, oui. Alors, donc, deuxième groupe, alors, troisième groupe, si vous voulez, les pays musulmans, mais je retire des pays musulmans à cause de leur modernisation Atatürk forcée et l'Iran. La Turquie et l'Iran, c'est pas l'Arabie Saoudite. C'est pas pareil. Ils ont une constitution, des élections, même en Iran. C'est pas dans le Coran. Si vous lisez le Coran, vous ne trouverez pas des élections, quoi, une chambre. Vous comprenez que tous ces pays, c'est pas seulement des technologies qui prennent, c'est nos institutions, parce que le problème qui était chez eux, à chaque fois, c'était d'améliorer le fonctionnement de l'État. C'est ça l'Empire ottoman, se tourner vers l'Occident pour améliorer le fonctionnement de l'État. Donc la révolution dans l'Empire ottoman, c'était toujours les gens du sommet qui faisaient des emprunts à l'Occident pour réformer l'État et lui redonner de la puissance face à l'Occident. Vous comprenez le duel, enfin le jeu, quoi. Bon. Donc ces deux pays-là ont une position différente parce qu'ils sont modernisés, occidentalisés, et ils jouent leurs cartes maintenant dans le jeu mondial. Bon. Alors, est-ce que nous allons ensemble entonner un requiem pour la mort de l'Occident? Parce que c'est le moment pour nous de chanter notre décès, notre mort. C'est des blagues, les enfants. Regardez la réponse de Biden. Ça a été investir déjà 800 milliards pour reprendre la main dans toutes les technologies militaires et industrielles. C'est pas lui qui va disparaître. C'est peut-être lui qui va... Pas lui d'ailleurs, ça peut être Trump ou d'autres. Mais je veux dire, c'est pas sûr que le jeu des États-Unis dans leur conflit frontal avec la Chine, ça nous entraînera vers une guerre mondiale. Je pense que l'Occident est obligé d'accepter une refonte de l'ordre international. C'est nous qui contrôlons la plupart des grandes institutions internationales. Les normes économiques, c'est les Européens qui les ont posées, etc. Donc, si on est capable de compromis et de ne pas croire qu'on peut imposer la démocratie ou l'exporter, je crois à la démocratie, mais comme une force immatérielle, une force sociale qui va toujours gêner les autres et donc agir sur les autres. Mais pas la connerie de Bush d'aller créer le grand Moyen-Orient démocratique. Le grand Moyen-Orient démocratique en faisant la guerre à Saddam Hussein. Nous payons beaucoup de conneries occidentales, mes enfants. C'est pas... Il faut regarder l'échiquier mondial avec les conneries qui ont été faites par des Occidentaux. Alors on comprend que dans les jeunes qui n'ont pas de travail et tout, le ressentiment se transforme en... Bon, mais ça, c'est aux politiques de pouvoir et à nous aussi. Mais je pense, comme le disent les Chinois, que la plus grande menace contre l'Occident, c'est la démocratie illibérale. C'est Trump, c'est Marine Le Pen, c'est tout ça, c'est la pourriture intérieure chez nous. Un manque de force, un manque aussi de, j'allais dire, pas de nationalisme, mais de patriotisme. Parce que si on a beaucoup de droits, on devrait avoir beaucoup de devoirs, mes enfants. On ne peut pas profiter de la démocratie sans lui donner quelque chose, quand même.
Donc on a des problèmes pour nous maintenant, occidentaux, de révision de nos limites. Bah, je pense que je vous ai bien prêché, non? Bon, c'est bien. Voilà. Merci Pierre Godelier. C'est bien. Il m'appelle mon père. Vous voyez. Oui, ben oui, c'est bien. Vous avez parlé de prêche. Ouais, c'est bien. Bon, les questions sont à vous. À vous, à vous. Je vais boire un coup. À vous, je vais boire encore un coup. Oui, oui, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. En sauvegarde de la démocratie, vous n'avez pas évoqué le mot courage politique, ça m'a étonné. Non, ben vous en rajoutez une couche, là. Mais bien sûr, je suis d'accord. C'est pas possible. On n'exporte pas et on n'impose pas la démocratie. On est capable de faire des compromis. Je suis contre le droit d'ingérence chez les autres. Je m'excuse de vous le dire. Mais ça n'arrange rien chez les autres et chez nous. Hein. Passons. Je suis pour l'exemple par approfondissement de la démocratie, chez nous. L'enrichissement de la démocratie. Et vraiment, on doit enrichir parce qu'elle est en train de s'étioler un peu. Je ne comprends pas comment on bénéficie de la démocratie sans rien lui donner. Moi, allez. J'arrive qu'aussi. On voit comment l'Asie va se moderniser, c'est très rapide. Magnifique. Mais par contre, sur l'Afrique et l'Afrique noire, tout ça est extrêmement opaque. Il y a tout de même une richesse d'hommes, il y a tout de même des techniques qui arrivent. On ne voit pas la mayonnaise prendre, notamment sur les États. Bon. Vous avez raison. Et alors, quel schéma peut-on imaginer? Pour l'Europe, l'Afrique, elle est là. Bon. Écoute, Et donc, ça crée une espèce d'angoisse. c'est bien. Je dirais une modernisation ratée et qui crée un tumulte permanent et des blocages. Ouais, écoutez, là, j'étais la semaine dernière avec Védrine à discuter, donc et il me posait la même question que vous, sur l'Afrique. Alors j'ai vécu en Afrique pendant 2 ans, au Mali, en Côte d'Ivoire, etc., à d'autres époques. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Ça fait 80 ans à peu près, non, l'indépendance. Il y a eu 132 coups d'État, c'est-à-dire élections plus ou moins truquées, militaires qui prennent les pouvoirs en promettant de restaurer la démocratie. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'Afrique. L'Afrique, c'était des groupes ethniques et tribaux. Et en Afrique, c'est un groupe ethnique qui prend le pouvoir. Ce n'est pas des citoyens tous égaux devant la loi. Et donc, le groupe ethnique qui prend le pouvoir, les autres groupes ne sont pas contents. C'est normal. Et on n'a pas fabriqué des citoyens dans une démocratie électorale. C'est une surface, tout ça, c'est de la surface. Et donc, des pays comme même le Gabon, tout ça, avec leurs richesses pétrolières, il n'y a pas de grande université, il n'y a pas de grand centre de recherche en chimie, etc. Donc, c'est les Chinois maintenant, c'est les Russes, c'est les Français, c'est tout. C'est toujours un néocolonialisme qui c'est du point de vue économique. Je n'ai pas d'espoir pour l'Afrique, enfin, subsaharienne, je veux dire. Hein. C'est très grave la situation. C'est pas l'Asie se démerde, ils ont des puissances dynamiques. L'Afrique est morcelée, même les grands pays comme l'Afrique du Sud, ça marche pas, la corruption. Et prenez le Nigeria, le plus riche en pétrole, c'est le bordel à l'intérieur. Mais total, puisque les gens
ils pillent le pétrole, etc. On a du mal à gérer ce pays. Donc, je veux dire, je ne voudrais pas faire l'apologie du Rwanda, mais aujourd'hui, le Rwanda, qui est autoritaire, tous les enfants sont scolarisés, tous ont eu un ordinateur, tous apprennent l'anglais, c'est fini avec le français. Il y a une dynamique là, vous comprenez. Dans d'autres pays d'Afrique, c'est pas ça, quoi. Et des pays comme l'Algérie sont paralysés alors qu'ils ont d'immenses richesses. Ils ont une paralysie politique là. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, c'est dans le monde islamique dont je voulais parler, qui est quand même hostile. Quand j'ai fait toutes mes lectures, j'ai vu qu'au XIXe siècle, les premiers véritables combats militaires contre l'Occident, c'est dans des populations musulmanes. Et à la fin du XIXe siècle, il y a quelqu'un très important qui s'appelle Al-Afghani. Al-Afghani, c'était un persan, donc chiite, qui s'est appelé lui-même Al-Afghani pour pouvoir aller chez les sunnites. Vous comprenez? Bon. Donc il pouvait aller partout. Il est arrivé à Paris et il parlait plusieurs langues, il avait été en Angleterre, etc. Il a eu un débat public avec Renan au Collège de France. Renan l'a insulté en disant l'islam, c'était pas bon quand même. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit à l'Afghani? Il a dit 30 ans avant Nasser, il a dit ce n'est pas les Arabes qui peuvent combattre l'Occident, c'est toujours l'islam qui peut permettre de lutter contre l'Occident. C'est au nom de l'islam. Et il avait raison, car l'islam, c'est une religion et un État. Et si vous connaissez un peu le monde arabe et le Coran, il vous dit très bien que l'État est au service de l'islam. L'État est au service de l'islam. Donc Al-Afghani est le premier à avoir dit à des gens qui étaient hostiles à l'Occident, écoutez les gars, il faut y aller au nom de l'islam. Et ça marche. Les frères musulmans sont nés avec Al-Banna en 1922 ou 23. Ensuite, ça a été... Et vous arrivez à Daesh. Donc, un islam politique, un islam qui prend dans l'islam des raisons et qui fait un combat politique et militaire même contre nous. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un peu... allez-y. Jean-Claude Henrard, peut-être. Est-ce que la modernisation maintient un niveau culturel? Si on prend la Chine, si on prend la Russie, de référence culturelle. Parlez un peu plus fort. Vous êtes dur avec la Chine, non? Je ne suis pas dur. Non. Qu'est-ce qu'ils rêvent? Ils rêvent de faire le modèle américain sans la démocratie. Oui. Est-ce que ça suffit? Alors, les pays où il y a de la religion, alors, je ne les soutiens pas forcément, bien entendu, mais je veux dire, ils ont quelque chose qui se rattache à la culture, alors que la Chine, qu'est-ce qu'elle a? non, il y a un néo-confucianisme, et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une grande religion qui se développe en Chine par millions de gens. Je vous résume la religion. Vous allez voir que la religion peut servir à Xi Jinping. Alors, cette religion, c'est Allah, Jésus, le Bouddha. Tout ça sous l'autorité, écoutez bien, d'une déesse mère chinoise. Donc, toutes les religions sous l'autorité d'une déesse chinoise. Et la religion nouvelle de la Chine va sauver l'humanité. Comme Xi Jinping va contrôler l'humanité. Donc, ils sont religieux, les Chinois. Hein, ils sont profondément... Vous ne pouvez pas supprimer le taoïsme, vous ne pouvez pas supprimer... C'est les paysans, ça.
Mais le bouddhisme, il y a un néo-bouddhisme soutenu par le Parti communiste. Mais bon, écoutez, on ne va pas les sauver, les Chinois, pour leur religion, quand même. C'est pas mon boulot. Mais vous avez raison. Parce que les Japonais, justement, ils ont mis des... Shintoïsme, voilà. Voilà, ils ont gardé ça. Tout à Ils fait. sont totalement occidentalisés, mais ils ont gardé ça. Tout à fait. Hein. Le Japon Il faut- est une exception Voilà. par rapport aux autres pays. Mais Mais vous avez raison. Le plus fermé du monde. Comment? Et je fais une réserve là-dessus. Vous avez une certaine admiration, enfin une certaine estime, moi aussi d'ailleurs pour le Japon, mais le Japon c'est un des pays les plus fermés du monde. Tout à fait. Dans les lignes rouges, et essayer de vous naturaliser, c'est, même si vous habitez là-bas depuis 30 ans, c'est impossible. Tout à fait. Les Japonais qui sont partis au Pérou et qui ont voulu à une époque et qui veulent revenir, s'ils ont épousé un noir ou un latino-américain, ils sont exclus. C'est un vrai problème quand même. Donc nous sommes un pays, des pays ouverts. L'Occident, c'est quand même l'ouverture, même des pays que l'on aime moins, comme les États-Unis peut-être, mais c'est quand même des pays d'ouverture, d'immigration. Comment nous, avec l'Afrique en face, on peut citer en exemple le Japon? C'est un contre-exemple. C'est pas inconséquent parce que, comme je vous dis, on peut s'occidentaliser sans jamais devenir occidental. Ce que ne comprennent pas les politiques en général. Hein. Ils ont peur tout de suite de l'occidentalisation chez les autres, ou ils aiment forcer à l'occidentalisation. Mais les Japonais étaient lucides, savoir en tant que politique tracer une ligne rouge pour défendre quelque chose, c'est l'identité, c'est la question de l'identité. Bon, les Russes, ils ont, à part le mythe comment on appelle, du lointain proche, etc., qu'il faut contrôler, que les Russes ont toujours besoin de s'étendre au nom de l'Empire russe, c'est un fantasme. C'est un morceau de leur identité, mais c'est un fantasme. Les Chinois, les Japonais, c'est clair. On ne touche pas, etc. Mais bon, tant mieux, c'est nos alliés. C'est nos alliés. Taïwan, c'est nos alliés. Et du coup, ils vont disparaître démographiquement. Comment? Ils vont disparaître démographiquement. Qui? Les Japonais. Ah ben c'est leur problème aussi. C'est la Russie. La Russie, je regardais les chiffres. Elle était à 151 millions. Elle est à 144 maintenant. Les mecs, hein, ils saoulent un peu. Et, bon. Non mais c'est vrai. Moi, je voudrais poser une question. Enfin, c'est surtout l'islamisme. Bon, j'ai lu un bouquin sur, qui vient de sortir il y a à peu près un an, sur le frérisme, c'est-à-dire les techniques pour, comment dire, contrôler l'Occident au nom de la religion. Et enfin, c'est fait par une de vos consoeurs, anthropologue, et historienne. Enfin, moi, j'ai trouvé ce livre, excusez-moi, je l'ai lu, ça fait quand même, c'est un gros paquet, c'est très dense, et on apprend plein de choses sur les techniques islamistes, et ça fait peur, moi j'avoue, parce qu'ils sont partout. Voilà. Écoute, ils ont fait le choix, dans l'opposition à l'Occident, d'infiltrer les institutions. Hein. Et deuxièmement, d'assurer ce que l'État n'assure pas. Donc, bourse pour les étudiants, etc., soupe populaire pour les pauvres, etc. Donc, un programme social. Donc, comme vous dites, ils sont devenus frères de tout le monde, n'est-ce pas? Bon. C'est normal, c'est la politique offensive. C'est la politique. Mais est-ce qu'ils font confiance à leurs dirigeants? À M. Sisi. Sisi reçoit 3 milliards par an des États-Unis pour soutenir l'armée. L'armée égyptienne possède des usines, des quartiers entiers séparés du peuple. Sont arrivés les frères musulmans, ils les ont écrasés. Ok, tant mieux pour l'Occident. Mais qu'est-ce que ça produit ensuite dans la population? C'est compliqué, quoi. Je ne vais pas dire qu'on est une forteresse assiégée. Voilà. On n'est pas l'Occident une forteresse assiégée, mais il faut savoir dénouer des nouveaux rapports. On ne peut pas éradiquer la religion.
aucune religion, aucune. On ne peut pas. Allez-y. Vas-y. Ouais, alors moi, je reviendrai peut-être sur 2 points. Le premier, c'est effectivement, dans les pays dits du Sud, c'est souvent des pays antidémocratiques, etc. Mais c'est parce que pendant longtemps, ça a bien servi le capitalisme. Alors, même au-delà de la colonisation, parce qu'à la limite, lorsqu'on a vu toutes les délocalisations, l'idéal du capitalisme financier, c'était d'avoir un régime autoritaire et qui faisait travailler des gens pour pas cher. Travail forcé. Bon, et donc, la situation dont on hérite dans beaucoup de pays du Sud, on la regrette, mais enfin, on y a pas mal contribué aussi. Bien sûr. Voilà, on l'a construit. Et deuxième point aussi, c'est effectivement, alors, vous avez déjà fait un panorama très large, mais je crois qu'effectivement, sur l'histoire des pays, j'en ai dit juste un mot sur la guerre de l'opium en Chine, mais vous parliez de la Russie et de cette nécessité. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de la Russie, pendant 4 siècles, ils ont été envahis par les Mongols, contrôlés par les Mongols, et Moscou, et tous les princes moscovites devaient payer un tribut aux Mongols. Et effectivement, il n'y a pas de frontières, puisque ce sont des plaines. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Polonais réagissent comme ils réagissent actuellement, parce que pendant des siècles, tout le monde est passé dans un sens, dans l'autre, les Allemands, les Russes, ils se sont partagés la Pologne, etc. Donc effectivement, et je crois que ça fait partie de cette espèce d'inconscient qui fait, ou de culture, ou de, enfin je ne sais pas comment vous appelez ça en termes plus techniques, parce que moi je ne maîtrise pas bien ces choses-là, mais qui fait que, effectivement, il y a une partie d'un peuple qui peut soutenir un dictateur qui leur dit des choses dans le bon sens, avec les choses. Et si Poutine essaie de remettre l'orthodoxie en avant, c'est aussi pour ça, je pense. Alors moi, quand même, il faut rendre hommage à Pierre le Grand, non? Bon, Pierre le Grand, la grande ambassade. Pierre le Grand, quand il était jeune, fréquentait à Moscou à l'époque, les commerçants allemands et autres étaient toujours en dehors de Moscou. Il ne faut pas les mettre dans la ville sainte. Il semble que Pierre le Grand, il aimait bien boire et manger, et plus que ça, et donc il fréquentait en permanence les commerçants. Quand il a vu, en comparaison, l'état de son peuple, il a organisé la grande ambassade. Il est parti en Hollande, en Angleterre. Louis XIV a refusé de voir Pierre le Grand, disant « Je ne reçois pas le chef d'un État barbare. » Donc, out pour monsieur Pierre le Grand. Bon, il est revenu avec des ingénieurs anglais, tout ce que hollandais. Il voulait construire la première flotte russe. Bon, il est revenu avec énormément de technologues et de médecins, etc. Il a refait une deuxième ambassade, où cette fois il a été reçu par Louis XV, qui était un enfant, et c'est le régent français qui l'a reçu. Pendant qu'il était cette fois-là en France, son fils Alexis, le tsarevitch, avec le clergé orthodoxe, a fomenté un complot. Les boyards, les grands aristocrates et l'Église ont convaincu le fils que quand il serait tsar, il abolirait les réformes modernes. Ok ? Bon. Retour du tsar, son fils est parti. Il s'est enfui. Il s'est enfui à la cour d'Autriche. Pierre le Grand lui envoie, enfin on le retrouve, et il lui envoie un message, mon fils revient, tu es pardonné. Ok ? Et quand il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Il a fait 2 tribunaux, un tribunal religieux, un tribunal politique. Les 2 l'ont condamné à mort. Il est rentré dans la cellule, le fils, il était mort le lendemain matin. Donc la légende dit que
c'est le père qui l'a fait exécuter, parce qu'il s'opposait aux réformes, à l'occidentalisation de la Russie. Il a tué son fils, il n'y avait pas de descendant de Pierre le Grand. Après, ça a sauté à Catherine de Russie, qui elle était allemande et pro-française. Magnifique. Les Français étaient à la cour de Russie, je ne sais plus les philosophes qui l'ont visité en permanence, Diderot, d'autres, etc. Donc à chaque fois, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand un pays a la puissance et la prospérité, soit c'est un modèle pour les voisins, pour l'imiter, soit pour des raisons religieuses, c'est un contre-modèle. Parce que ça fout la merde ensuite dans la culture, dans la religion. Évidemment, on ne peut pas moderniser sans détruire une partie des structures traditionnelles qu'on remplace par des institutions importées. La Constitution, Parlement, vote, élection. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans les analectes de Confucius. Donc le peuple ne veut pas se moderniser, ça j'en suis sûr. Il ne faut pas changer les gars, on est bien chez soi. C'est toujours des élites qui ont une ouverture sur le monde et qui disent on emporte pour le bien de notre peuple. Parce que quand même, Atatürk n'a pas fait ça pour violer son peuple. Il a fait ça pour que la Turquie soit moderne. Il n'a pas... Bon, mais c'est seulement dans un des livres que j'ai lus, j'ai découvert que il avait proféré contre le prophète. Il avait publiquement proféré en disant « Qu'est-ce que j'ai à foutre des délires d'un illuminé ivrogne ?» Pour parler du prophète. Donc vous comprenez que c'est pas possible de dire ça. Bon, il l'a pas dit publiquement, mais c'est marqué dans les livres. Donc il y a une minorité qui a dû connaître tout ça. Donc là, quand même, il a pas fait bon, quoi. Donc je vous dis, on peut moderniser, mais il faut défendre sa propre culture, qu'elle soit turque ou autre, en posant des lignes rouges contre l'Occident. C'est l'identité, c'est toutes les querelles d'aujourd'hui sur défendre l'identité. Oui, il faut savoir quel est le noyau d'identité qu'il faut défendre. On n'a rien à dire, c'est les mecs, ils défendent l'islam. Moi, j'en ai rien à faire, c'est leur truc. Hein. Moi, j'ai au moins une trentaine de religions tribales dans la tête, et non tribales. Je ne vais pas aller éradiquer les religions. Mais l'idée de séparer la politique de la religion, c'est une avancée occidentale. Sinon, on serait obligé de prier en même temps qu'on vote. Ça me gênerait, quoi. Vous comprenez? Allez, question. Oui. Vas-y, allez-y. Est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes que rencontre la planète actuellement, qui sont en grande partie quand même justement dus à cette occidentalisation, enfin cette industrialisation forcée de l'Occident, ne sont pas quand même nuisent quand même au modèle occidental et vis-à-vis des autres pays, et du Sud. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à justement cette modernisation, c'est tout à fait. C'est quand même remis en cause. Écoutez, il y a une vingtaine d'années, au moins, j'avais lu Le Capital. Bon, c'est long, hein, Le Capital. Surtout le 3e volume que personne ne lit. C'est pas le plus simple. Hein? Et c'est pas le plus simple. C'est sur la rente foncière, etc. C'est compliqué. Et à la fin d'un chapitre, donc il meurt en 1883, hein, Marx. Et à la fin d'un chapitre, il y a une phrase toute seule, séparée, concluant: le capitalisme détruit aussi bien la nature que l'homme.
Il n'était pas écolo, le gars, mais quand tu vis en Angleterre industrielle, que les forêts sont détruites en Angleterre pour le bois, pour il voyait une destruction quand même. Ben, en même temps, si vous avez 7 milliards 425 000, non plus, l'Inde vient de gagner 25 millions là, par rapport à la Chine. Il faut les nourrir. Hein. Alors passer de l'agriculture productiviste à moins productive, ça va être dur, quoi. Pas pour nous en France, mais ouais. Regardez, l'Égypte, quand vous étiez petit, le grenier de Rome. L'Égypte était le grenier de la Méditerranée. Et maintenant, ils importent la bouffe de l'Ukraine ou de la Russie. Alors que c'est un pays irrigué et tout ça, c'est un pays puissant. 100 millions d'habitants. Comment ? 100 millions d'habitants. Oui. Sur une bande large de 3 km. Et puis il y a un changement climatique quand même. Hein. Je pense que la pluie est nettement inférieure. Oui, donc vous voyez, je ne sais pas quelle est votre... Vous avez une question? Ça rejoignait, c'est exactement, je voulais soulever ce sujet-là, le changement climatique et la protection environnementale. Parce que quand on parle d'agriculture, par exemple l'Égypte, effectivement le colonie après, ça nous provenait en France. Là, l'Europe se réchauffe beaucoup plus vite que le reste du monde. Et il y a fort à parier que nos céréales, bientôt, dans 100 ans, on n'en aura plus. On fera du mil. On fera du vin. On fera du vin. La vigne va remonter juste. Oui, mais la vigne, ça nourrit pas. Hein. Non, mais c'est un vrai. Parce que. Mais moi, je me pose une question, si vous voulez. Enrichir la démocratie, c'est fondamental. Mais est-ce que ça résout le problème de l'inégalité des richesses? Comment? Non, je veux dire, on est lucide. Le capitalisme produit la richesse et la pauvreté. C'est dialectique, je veux dire, c'est la vie. Est-ce que la défense et l'enrichissement de la démocratie, chez nous, par exemple, en Europe, peut atténuer les inégalités sociales? C'est ça, atténuer profondément, je veux dire. Parce qu'on a quand même eu les Gilets jaunes, et 53 samedis où ça brûlait, dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de ressentiment dans nos sociétés. Le courage politique. Moi, je disais à Bédrine la semaine dernière que est-ce qu'on serait capable en France d'investir 100 milliards 100 milliards, vraiment, 200 milliards pour des industries nouvelles, la transition, ça ferait du boulot, il y a moins de gens qui gueuleraient, etc. Mais on ne voit pas le courage de... Est-ce que c'est impossible à la France 100 milliards? Non. Il paraît qu'on a je sais combien de milliards sur l'épargne. Il paraît qu'on a un beau paquet là énorme. Il faudrait qu'un homme ou une femme politique ait la capacité d'en appeler à la nation pour refaire un peu du De Gaulle, quoi. Enfin, je ne dis pas les 30 glorieuses, mais on se ferait déjà 10 glorieuses. On se ferait déjà 10 glorieuses que ce serait pas les 30. C'est pas un sujet français. Comment? Malheureusement, ce n'est pas un sujet français. Pourquoi? C'est un sujet européen. On peut pas, à nous seuls, c'est pas avec 100 milliards qu'on va résoudre les problèmes. Donc, non. 500 tonnes de CO2 produits au Portugal nous embêtent aussi bien que s'ils étaient produits dans la Beauce. Oui, mais dans la Beauce, vous avez... ou aux Pays-Bas, c'est la même chose. Ouais, si on mettait déjà... C'est le même problème.
si on nous mettait déjà 100 milliards, nous, et les Belges aussi, puis les Allemands, etc. Il faut mettre des gros paquets maintenant. Les Américains viennent de mettre à peu près 800 milliards. C'est incroyable. C'est pas... Une petite question quand même. Je suis un peu ennuyé par le Godelier que j'entends aujourd'hui. Vous êtes illuminé, vous dites? Non, un peu ennuyé. Ah, ennuyé. Illuminé aussi. Ah, j'aurais préféré que vous soyez illuminé, mais bon. Allez, allons-y. Pourquoi? Vous assurez et vous assumez en quelque sorte que ce que vous appelez la modernisation peut se faire bien sûr dans un mode occidental, mais qu'elle peut se faire aussi sous d'autres cieux, en quelque sorte, sous d'autres sociétés. Tout à fait. Bon, je conçois. Par contre, est-ce que on ne peut pas penser, et c'était un peu l'esprit des Lumières, fin 18e, début 19e, que le progrès technique, ce que vous avez appelé la science, la philosophie aussi, le développement de l'État qui est devenu moderne, qui est devenu providence pour nous au XXe siècle, dans un certain nombre de régions, c'est aussi une aspiration citoyenne, c'est-à-dire d'un mouvement populaire assez large, qui à la fois aspire à la liberté et à l'égalité. Ce qui n'est pas le cas dans les sociétés dont vous parlez de la modernisation dans d'autres régions du monde. Alors, est-ce que cette aspiration-là à la liberté et à l'égalité n'est pas nécessaire à un moment donné? Est-ce qu'elle ne va pas devenir nécessaire même dans ces pays qui sont modernisés à force du poignet? Quand les femmes diront jeter leur voile, c'est pas dans le Coran, ça fait un peu occidental, surtout qu'elles ont toute la télévision et tous les réseaux sont en Iran. Donc il y a une pénétration d'idées. Mais on ne peut pas imposer ça. Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas quel est votre avis, c'est que je ne comprends pas comment les Français ont pu inventer la formule « les hommes naissent libres et égaux en droit ». Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous prenez l'histoire de l'Angleterre, un siècle avant nous, c'est la monarchie constitutionnelle. Mais les Anglais s'en foutent du monde. C'était bon pour les Anglais. Ils ont dit les lois anglaises, c'est bon pour nous. Les Français ont dit les hommes sont nés libres. Mais quoi, les hommes? C'est pas les Français. C'est Aufklärung, c'est les Lumières. Ça, c'est formidable et ça ne va pas s'arrêter parce que ça ronge les dictatures, cette idée. Il y a toujours des mouvements qui s'emparent de ça. Les femmes, les voiles, c'est pas au nom du Coran quand même. Alors moi, mais ce qui me frappe, c'est que en France, je ne sais pas comment vous réagissez, je pense que les lois fondamentales, liberté, égalité, fraternité, l'égalité des hommes et des femmes, c'est des droits politiques. Vous comprenez, fondamentaux. Mais après, je vois droit au logement. C'est pas le même droit, quand même. Les droits économiques et sociaux, oui. Droits syndicaux, ok. Droit au logement, ou bien la contraception dans la Constitution, maintenant. C'est pas les mêmes droits. Et il n'y a pas de fin au droit après. Hein? Ah, bien sûr, c'est une liberté de la personne. Et en plus, ces libertés sont à chaque fois attachées aux gens par l'État. C'est reconnu par l'État. Alors, donc, je pense qu'il n'y a pas de discussion suffisante en France sur les droits avec des devoirs. On acquiert de plus en plus de droits, mais où est le devoir? Parce que
on reçoit tout de la démocratie, mais où est le devoir vis-à-vis de la démocratie après? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le consentement à l'impôt. On doit... Est-ce que vous ne mettez pas là en exergue cette manie française de faire des lois qu'on n'applique pas, des droits qui ne sont pas respectés? D'ailleurs, M. Badinter le disait lui-même. Tout à fait. On est le pays de la déclaration, des droits de l'homme, mais c'est tout. Hein, on ne respecte pas les droits de l'homme. Par rapport au... Non, je pousse un peu. Mais je pousse un peu. Mais quand même, par rapport aux pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus pragmatiques, la plupart du temps, ils n'en ont rien à foutre des lois. Parce qu'il y a beaucoup moins de lois. Nous, on a des lois qui se contredisent sans cesse, etc. Ils ont la coutume. Ils ont encore le droit coutumier. Je proposerais quand même... Commande-moi. Et d'abord, c'est les Commons, non? L'Assemblée nationale pour eux, non? Écoute, est-ce qu'on peut terminer maintenant? Écoutez, moi, le taxi est commandé pour minuit, donc... On va peut-être prendre un petit pot, si vous voulez. Oui, voilà. Je voudrais remercier chaleureusement Maurice Godelier.